Merci Christian, merci à vous d'être présent et pour écouter une petite intervention sur un sujet qui est au fond assez peu connu. En effet, donc, on connaît bien la présence des franciscains en Corse, et d'ailleurs, s'il y a un ordre religieux qui est très attaché à la Corse, et si la Corse est très attachée à un ordre religieux, ce sont bien les franciscains. Et cette présence franciscaine, elle est très ancienne, bien évidemment. Contrairement aux idées reçues, Saint François n'est pas venu en Corse, mais peu importe, ça fait partie aussi de cette légende franciscaine qui renforce un petit peu cette idée qu'il y a un lien particulier entre cet ordre et la Corse. Alors, cette intervention, ces propos que je vais tenir, ne portent pas sur l'ordre franciscain, parce que ça serait un sujet vraiment démesuré, et d'ailleurs, je dirais démesuré, mais en même temps encore très inconnu. Il n'y a pas véritablement d'histoire du franciscanisme en Corse. Je veux dire, une histoire d'historien. Je veux dire, il y a bien des chroniques franciscaines. À la fin du XVIIe siècle et au début avec Olivesi et au début du XVIIIe avec Pedro de la Rocca, il y a des écrits, il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas véritablement d'histoire constituée. On peut quand même rendre hommage en particulier quand même au père André-Marie, qui a, avec la direction et l'écriture de la nacelle de Saint François, une publication que vous connaissez peut-être, qui a disparu en 1969, et qui a quand même rassemblé énormément de matériaux, de documents, qui donc constituent d'ailleurs la bibliothèque de la Francis Corsa, qui se trouve à Bastia, désormais dans le couvent des Capucins d'ailleurs, à Bastia. Alors je ne vais même pas parler donc, comme je l'ai dit, des franciscains dans leur ensemble, certainement pas parler des franciscains même à une période récente, puisqu'au fond il y a deux périodes quand même. Il y a la période où les franciscains sont installés en Corse, et ils restent jusqu'à la Révolution française en créant de très nombreux couvents, en fondant de très nombreux couvents et en étant présents au milieu de la population de manière tout à fait continue. Cette période s'est interrompue avec la Révolution française et par la suite, donc, les franciscains se sont dispersés. Certains sont retournés à l'état laïque, d'autres sont restés, je dirais, discrets, en abandonnant donc l'habit religieux ou en le conservant, mais en vivant dans les villages de manière assez discrète, comme je viens de le dire. Mais progressivement, donc, le franciscanisme et les franciscains, comme les autres ordres religieux, ont disparu de l'horizon, puisque la Révolution française avait supprimé les congrégations religieuses. Il reste quelques franciscains qui ont vécu et ont disparu. Ils rendaient des offices religieux s'ils étaient prêtres, bien sûr, mais par la suite, donc, tout s'est dissous, en quelque sorte. Les couvents eux-mêmes ont disparu en tant que couvents, puisqu'ils ont été rattachés aux biens nationaux, vendus à des familles qui, pour certaines d'ailleurs, les ont conservés, tandis que d'autres en ont fait plutôt, on va dire, des carrières de pierre. Mais disons que ce n'était pas, il faut le rappeler, les couvents franciscains n'étaient pas des grands couvents, ce n'étaient pas des grands monastères, ce n'étaient pas des édifices très prestigieux, même si à l'intérieur, on sait bien que le mobilier, les autels, les tableaux, etc., tout cela pouvait avoir une certaine valeur puisque ces couvents recevaient des biens, des dons, des biens terriens en particulier qui donnaient des revenus, et puis des dons en argent qui permettaient au couvent quand même de s'enrichir et d'avoir une belle apparence.
Donc tout cela disparaît et finalement les congrégations religieuses n'étant plus autorisées dans le cadre des institutions françaises, il n'y avait plus de raison de voir ces congrégations, sauf que progressivement elles se sont reconstituées. Je dirais que le Second Empire a été extrêmement favorable au retour des congrégations religieuses. D'autres congrégations s'étaient déjà formées. Vous connaissez tous et toutes les Oblats de Marie Immaculée, qui sont installés encore aujourd'hui à Vico, et qui sont les premiers, qui sont un des premiers ordres à être revenus, reconstitués, donc, enfin créés par Monseigneur Masneau et installés en Corse à la demande de Monseigneur Casanelli d'Istria, donc au début des années 1830, mais cette fois-ci à des fins d'instruction. C'est-à-dire que les congrégations religieuses autorisées, comme les frères des écoles chrétiennes par ailleurs, elles étaient autorisées parce qu'elles avaient une mission de service public, nous dirions aujourd'hui. Tandis que des congrégations de prédication, par exemple, comme les franciscains et les dominicains, elles n'avaient pas d'autorisation à s'installer. Cependant, une certaine tolérance existe et à partir du Second Empire, les franciscains reviennent en Corse. Ils reviennent en Corse à la demande de Monseigneur Casanelli d'Istria, qui est quand même un des grands évêques corses du XIXe siècle, dont l'épiscopat dure de 1833 à 1869. Et il fait venir donc des franciscains qui, cette fois-ci, viennent d'Italie. Donc c'est avec le père Anselme Martinelli que les premiers franciscains arrivent de Toscane, ce sont généralement les Toscans, arrivent de Toscane et créent donc, ou rouvrent plutôt, les premiers couvents. Alors ces couvents, en fait, il n'y a pas eu de véritable création, sauf à l'île Rousse, par exemple. Généralement, on se contentait de rouvrir des couvents anciens. Ce sera le cas ici à Pino, bien sûr. Certaines familles avaient conservé, avaient racheté les couvents, et vous savez qu'il y avait quand même une croyance selon laquelle quiconque vendait un bien d'église voyait quand même une malédiction s'abattre sur sa famille. Enfin bon, il y avait différentes histoires autour de cela, mais il n'empêche que cette croyance était quand même assez fortement ancrée pour que des gens suffisamment pieux soient respectueux des biens ecclésiastiques au point donc de chercher à les protéger. Alors de les protéger, pas forcément de les restaurer. Généralement, les établissements, les couvents étaient eux-mêmes dans un état de délabrement un peu avancé. Mais il se trouve que, donc, avec ces franciscains, arrive donc un nouvel élan, un nouvel élan religieux. Nous sommes sous le Second Empire. Le Second Empire a quand même beaucoup aidé l'Église en général et les congrégations religieuses en particulier. Un couvent est ouvert à Olette, ce sera le premier couvent, et puis d'autres, dont je peux vous donner les dates, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachons simplement que progressivement, donc, les couvents ouvrent donc à l'île Rousse, par exemple, en 1854, à Pino en 1855, à la Vésine en 1859, c'est une création, à Sartène en 1862, et ainsi de suite, à Marcasse en 1874, à Marcasse où viennent de s'installer à nouveau des sœurs. Voilà, donc ces franciscains arrivent en Corse, rouvrent des couvents, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Il existe en Corse au XIXe siècle quand même, nous sommes dans le siècle concordataire,
pas loin à l'époque, en 1874, il y a 420 paroisses. Il y a à l'époque un prêtre par paroisse, donc, sans compter les paroisses dans lesquelles il y a également un vicaire ou plusieurs vicaires. Autrement dit, donc, il y a déjà un encadrement religieux extrêmement important. Et un encadrement religieux, un personnel ecclésiastique qui est rémunéré par l'État, puisque nous sommes dans le cadre concordataire. Donc pourquoi des religieux à l'appel de l'évêque? Eh bien, c'est parce que Monseigneur Calzanelli estime qu'il faut, en plus de l'encadrement, je dirais, de la paroissiale, il estime qu'il faut une prédication, il faut renforcer l'enseignement religieux des fidèles. Et pour cela, il compte sur les congrégations religieuses, notamment les franciscains. Il compte également sur les Oblats de Marie Immaculée. Et ainsi, donc, ces religieux sont amenés à partir de leur couvent, à lancer des prédication, soit prédication de carême, prédication de l'Avent, et puis prédication également extraordinaire. Tout le monde a en mémoire que le XIXe siècle a été quand même le siècle en Corse, et d'ailleurs l'image est bien restée, le siècle du banditisme, le siècle de la vendette. Et l'idée de Monseigneur Calzanelli était aussi l'idée de pacifier la Corse, de contribuer, non pas avec la force publique armée et avec la justice à pacifier la population, mais l'idée de pacifier par les mentalités. Et le rôle donc des franciscains sera donc d'assurer cette prédication régulière dans les paroisses, et deuxièmement, donc, une prédication extraordinaire, là où il y a, disons, des besoins plus importants pour pacifier les populations très divisées. Quand il y a une vendette dans un village, on sait bien à quel point cette violence est vraiment quotidienne, vécue quotidiennement pour les familles qui y vivent. D'ailleurs, ce n'est pas de la publicité, mais enfin, il se trouve que cette année devait avoir lieu une exposition au musée de Bastia sur le banditisme qui a été ajournée et elle sera remise l'année prochaine. Et dans cette exposition, il y aura d'ailleurs un développement sur Monseigneur Calzanelli et le banditisme. Voilà. Donc, voilà la finalité de cette présence des franciscains. Mais ce que les franciscains font de plus, c'est qu'ils pensent qu'il est nécessaire d'encadrer plus encore la population, c'est-à-dire d'assurer une présence plus constante. En effet, une prédication, qu'est-ce que c'est? C'est une semaine ou 2 semaines de prière, de sermons, de procession, mais une période intense sur le plan de la vie religieuse, mais une fois que cette semaine est passée ou ces 15 jours sont passés, que reste-t-il? Donc l'idée est d'ancrer véritablement donc, une pratique religieuse plus forte dans l'esprit franciscain, d'où la création d'un tiers-ordre. Alors quand on dit le tiers-ordre, il faut bien savoir que c'est une expression qui est très simple. Il y a 3 ordres dans l'ordre franciscain. Il y a 3 ordres. Le premier ordre, ce sont les hommes. Le deuxième ordre, ce sont les femmes. Et le troisième ordre, ce sont les laïcs. Des laïcs qui, d'ailleurs, selon la période, sont des laïcs qui vivent au couvent
et qui mènent une véritable vie monastique sans prononcer de vœux. Quand on est dans le tiers-ordre, on ne prononce pas de vœux. Ou ce sont des laïcs qui mènent leur vie courante, et c'est la majorité, la très grande majorité d'entre eux au XIXe siècle, qui mènent une vie pieuse dans l'esprit franciscain, mais qui, par ailleurs, ont une activité tout à fait normale, courante, là de mère de famille, là de père de famille, ayant une activité ou n'ayant pas d'activité, enfin peu importe, mais des gens qui mènent une vie tout à fait ordinaire. Donc, vous voyez, l'idée des franciscains, c'est que cet esprit franciscain de prière et de charité, j'insiste aussi sur ce point-là, soit présent dans la population à travers une organisation qui est le tiers-ordre. Ce tiers-ordre qui peut être organisé en fraternité dans une paroisse ou pour plusieurs paroisses, une fraternité, c'est-à-dire un groupement de tertiaires, puisque les membres du tiers-ordre s'appellent les tertiaires, ou ce sont des tertiaires isolés qui rencontrent de temps à autre un moine qui viendra donc s'entretenir avec eux ou eux-mêmes se rendant au couvent. Voilà l'idée donc du tiers-ordre. C'est-à-dire que, au fond, l'ordre franciscain, qui est celui de, comment dire, dans l'esprit de saint François, bien sûr, c'est pas simplement donc un ordre, une congrégation religieuse qui est une nouvelle congrégation religieuse parmi d'autres, c'est une congrégation religieuse qui veut véritablement essaimer et être présente en permanence parmi les hommes. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un ordre de prédication. La prédication, par définition, c'est être au milieu des hommes. Ce n'est pas à la différence des congrégations religieuses, comme certains franciscains d'ailleurs, qui sont eux cloîtrés qui sont cloîtrés. Donc, en fait, au XIXe siècle, eh bien, les franciscains reprennent cette tradition du tiers-ordre, car ce tiers-ordre existe depuis le temps de saint François. C'est-à-dire que tous les franciscains ou tous les adeptes de saint François n'étaient pas, ne prononçaient pas des vœux. Ils étaient simplement des fidèles de François, des fidèles de son enseignement. Alors en Corse, y a-t-il eu beaucoup, avant la Révolution, beaucoup de tertiaires, y avait-il un tiers-ordre très développé? C'est difficile de savoir, malheureusement. Les sources sont très très disparates. On en trouve au XVe siècle. On identifie des communautés au XVe siècle. On sait qu'il y avait une fraternité à Moureaux en 1728. On en connaît quelques autres également avant la Révolution. Mais on a beaucoup de mal à saisir l'importance de ce tiers-ordre avant la Révolution. Et là, je disais tout à l'heure qu'on connaît mal l'histoire du franciscanisme en Corse, voilà la preuve. Au XIXe siècle, on connaît un petit peu mieux. On connaît un petit peu mieux, non pas parce qu'il y a beaucoup de plus de sources, mais parce que parfois il y a eu des enquêtes. Vous savez qu'au XIXe siècle, on a quand même une manière de voir la société de manière beaucoup plus organisée. Donc il y a les enquêtes nationales qui ont permis d'identifier des fraternités et les franciscains eux-mêmes, pour un congrès de 1895, avaient organisé une grande enquête pour savoir combien il y avait de fraternités en France, et en Corse en particulier. Donc, en 1896 est publiée une brochure qui recense 859 fraternités en France, donc des groupements de tertiaires, alors qui peuvent aller d'une dizaine de personnes. Une fraternité, c'est une dizaine de personnes à peu près, et ça peut aller à plusieurs centaines de personnes. La plus grande
une des plus grandes en Corse, hein, c'était celle de Sartène. Hein. Il y avait celle de Ziglia, par exemple, hein, parce qu'il y avait un curé, hein, l'abbé Martel, qui est extrêmement dynamique et lui-même tertiaire, qui avait réussi à rassembler une bonne partie de la population, qui avait fait 2 fraternités d'ailleurs, une fraternité de femmes qui avait environ 150, où il y avait environ 150 femmes, et une fraternité d'hommes où il y avait 10 hommes. Je reviendrai là-dessus, hein, c'est tout à fait intéressant. Hein. Le mouvement des tertiaires est un mouvement essentiellement féminin. Donc, en Corse, combien de fraternités? Il y avait 420 paroisses, je vous l'ai dit. Hein. Il y avait donc 65 fraternités de femmes, 4 fraternités d'hommes, qui regroupaient au total environ 3400 tertiaires. Bon, c'est une estimation. Vous savez que les statistiques, il ne faut pas y prêter beaucoup d'importance, mais enfin, ça donne un ordre de grandeur quand même. Ces fraternités, elles sont, elles sont réparties un petit peu partout en Corse. Il est évident que la proximité des couvents a joué un rôle très important. Hein. Autour de Sartène, il y avait effectivement un grand nombre de fraternités, bien qu'il n'y ait eu qu'un seul couvent de franciscains de l'Observance dans le sud, hein, à Sartène justement. Hein. Il y avait par ailleurs des capucins à Bonifacio, hein, 2 couvents de capucins à Bonifacio d'ailleurs, hein, mais pas plus que cela dans le sud de la Corse, et le couvent d'Ajaccio n'a jamais pu véritablement ouvrir en fait. Alors, comment se constitue une fraternité? Ben, il faut quand même qu'il y ait un élan. Hein. Alors, l'élan, je dirais qu'il est double. L'élan, c'est l'initiative, évidemment, prise par les moines, par les religieux, hein, qui viennent prêcher. Il y avait un moine, un religieux, le père Paolini, originaire de Calenzane, qui a joué un rôle très très important justement dans cette prédication et dans cet entraînement, hein, à former des fraternités. Le père Paolini avait fait une mission paroissiale à Bisinchi en 1895. Il y avait de très très graves dissensions dans le village, avec une histoire de confrérie. Hein. Il y avait des dissensions parce qu'on ne savait pas qui voulait diriger la confrérie. Vous savez que les confréries n'étaient peut-être pas aussi sereines qu'on pourrait l'imaginer. Hein. Il y avait des enjeux de pouvoir autour de la fonction de prieur ou de trésorier, etc., hein, qui étaient extrêmement importants, sans compter les querelles entre les différents villages de la paroisse, hein, puisque hein, les paroisses corses sont souvent constituées de plusieurs villages ou hameaux. Hein. Donc il y avait parfois des dissensions dans ce domaine-là. Et il y avait donc là, il se trouve, une très vive opposition, pas trop violente, mais enfin une très vive opposition dans la confrérie. Et lui vient prêcher, et en 15 jours, il obtient de créer une fraternité avec 95 personnes. Donc 95 personnes adhèrent à cette fraternité. Mais vous comprenez bien que l'élan, il vient bien sûr d'un religieux extrêmement convaincant, je dirais même charismatique, hein, mais en même temps, encore faut-il qu'il y ait des gens qui ont envie de ça. Or, nous sommes quand même au XIXe siècle, à une époque où la vie communautaire religieuse reste très importante. Il y a partout encore beaucoup de confréries, pardon. Il y a beaucoup de confréries. Des confréries d'Ancien Régime qui se sont reconstituées, hein, puisqu'elles avaient été interdites par la Révolution. Certaines, d'ailleurs, ont continué. Hein. Mais, en principe, elles avaient été interdites par la Révolution et elles se sont reformées pour une bonne partie d'entre elles. Il y a également des associations, des groupements religieux, hein,
qui sont formés, tels que les Filles de Marie, par exemple, des associations qui sont organisées autour d'une dévotion particulière. Voilà pourquoi ces confréries sont si, je dirais, vivantes, et voilà pourquoi aussi, donc, les fraternités peuvent se développer. J'ai dit donc qu'il y en avait environ 65, enfin bon, c'est un ordre de grandeur pour la Corse. Alors, ces créations, elles sont faites évidemment à partir des couvents. Alors le couvent il se trouve que le couvent de Pino, lui a été un centre particulièrement actif, pour la bonne et simple raison, c'est que le couvent a été, je dirais, relancé grâce au père Anselme Martinelli, qui a envoyé des prêtres, et notamment le père Cyrus de Vico Pelago, qui est devenu le gardien. Mais arrivant dans ce couvent, il a fallu aussi obtenir le soutien local, et parmi les bienfaiteurs, on trouve le nom de Charles Marcantetti. Je ne sais pas si ce nom est familier. Moi, je n'ai pas beaucoup retrouvé d'indications. Pardon ? Ah oui, voilà, c'est ça, effectivement. Oui, mais justement parce qu'il a été maire de Pino, donc Charles Marcantetti a été maire de Pino, et je ne sais pas s'il s'est marié à Canaries ou quelque chose comme ça. Enfin, donc, alors je pense qu'il s'agit bien de lui. C'est toujours difficile, bien sûr, de reconstituer tout cela, dans la mesure où les sources, comme j'ai dit tout à l'heure, sont souvent manquantes. Dans le Cap Corse, j'ai dit qu'il y avait des fraternités. Alors, pourquoi est-ce que Pino est particulièrement dynamique? Eh bien, tout simplement parce que le noviciat des franciscains, qui était installé à Olette, a été transféré à Pino. C'est-à-dire que la tradition d'éducation qu'on trouve dans ce couvent, eh bien, elle remonte en fait au XIXe siècle. C'est-à-dire que le noviciat, vous savez, c'est là que était formé donc. C'est là que rentraient les jeunes qui voulaient rentrer dans l'ordre de Saint-François. Et ce noviciat donc, a fonctionné au moins jusqu'en 1903, puisque après 1903, comme vous le savez, donc, les congrégations ont été expulsées, et au retour des congrégations, en fait, après la Première Guerre mondiale, la dynamique n'était plus la même. La dynamique religieuse n'était plus la même, la dynamique démographique n'était plus la même. Les villages avaient subi à la fois le déclin démographique lié à l'émigration et à la baisse des naissances depuis les années 1880, le déclin démographique dû aux pertes de la Première Guerre mondiale aussi, et qui a elle-même accentué l'émigration. Voilà donc quelques indications sur ces fraternités. Alors, une fois rentré dans la fraternité, je dis tout à l'heure qu'il y avait essentiellement des femmes. C'est tout à fait exact. Mais malheureusement, je n'ai pas pu identifier beaucoup les fraternités du Cap Corse. Disons qu'il me manque beaucoup d'informations pour les identifier. Ces fraternités n'avaient pas d'archives particulières, ou si elles existent, elles se trouvent, à mon avis, plutôt dans les familles des mères, puisque des mères
comme la mère de famille, donc dans les familles des mères, puisque chaque fraternité avait une supérieure qu'on appelait la mère aussi. Mais il est vrai que un peu partout, donc, on retrouve, je dirais, à peu près les mêmes pratiques. Je vais vous décrire, par exemple, ce que la rue franciscaine dit de ce qu'est la vie d'un tertiaire. Le tertiaire est un religieux ou une religieuse dans le monde. C'est intéressant parce qu'on dit un religieux ou une religieuse, mais ce sont des laïcs. C'est-à-dire qu'il y a une vie religieuse. Il porte un certain habit, a ses jours et ses heures de prière et de pénitence, et n'agit que pour le ciel. Il porte sous le vêtement du siècle le cordon et la bure franciscaine, bon, le scapulaire, parce que ça peut être, le cordon, c'est le scapulaire, donc, et la bure franciscaine, certains effectivement portaient la bure, un petit habit en laine grise et gris, un petit habit donc en laine brune ou grise que la condescendance des souverains pontifes a réduit aux plus simples proportions, le scapulaire. Le tertiaire fait abstinence tous les mercredis de l'année et tous les jours de l'Avent, et chaque jeûne vendredi et pendant l'Avent. Le tertiaire, comme le religieux, récite certaines prières, le bréviaire s'il est prêtre, un office particulier s'il est laïque, un pater avant le repas et un autre avant le Deo gratias, et pour les frères défunts, un de profundis tous les jours, et l'office des morts une fois chaque année. Enfin, le tertiaire ne doit vivre et s'acquitter de toutes les obligations de son état que pour gagner le ciel. Voilà, donc une vie de pénitence et de prière. Il y a un groupe il se trouve que j'ai trouvé, un petit peu par hasard d'ailleurs, un petit texte d'un groupe de tertiaires de l'île Rousse. Et voilà comment ils se racontent, eux, dans le journal de franciscains. Les tertiaires ont volontairement abandonné tous les divertissements, bals, spectacles, et en général tous les plaisirs qui contrastent avec la vie de pénitence qu'ils ont embrassée. Les femmes n'hésitent pas à faire disparaître tous les vains ornements de leur toilette et jusqu'à la crinoline. Le bonheur des tertiaires consiste à se réunir conformément à la règle dans la chapelle des bons religieux pour entendre les instructions que vient nous prodiguer avec tant de piété et d'onction notre vénéré directeur. Alors il se trouve que le directeur, je l'ai retrouvé, je l'ai identifié, c'est le père Thomas Villanove, qui était originaire de Calenzane. Tous les ans, nous fêtons avec une grande pompe notre glorieuse patronne Sainte Élisabeth. Dans cette solennité, surtout le révérend père Thomas n'oublie pas, pour exalter le troisième ordre, cette admirable institution si fertile en saints et si capable de sauver le monde. Donc nous sommes vraiment dans une association de prière et de pénitence. Ce qui est d'ailleurs, et là je vais quitter un peu mes notes, mais ce qui est un peu paradoxal, parce que la morale franciscaine, ce n'est pas simplement la prière et la pénitence, c'est aussi la pratique de la charité. Or, quand je regarde bien les documents que j'ai sous la main, mais je vois très peu de déclarations de cet ordre-là. Je me suis quand même dit qu'il n'y a pas de raison que les franciscains corses n'aient pas enseigné la charité, et je me doute bien que les tertiaires franciscains pratiquaient la charité. Mais je pense que cette réserve tient au fait que nous sommes dans un milieu très rural, où ces pratiques de solidarité, en fait, sont certainement induites, je dirais, dans la vie courante, en fait. Je ne pense pas que les tertiaires franciscains soient particulièrement égoïstes en Corse. Je ne peux pas le penser une seule minute.
D'ailleurs, on va retrouver cela peut-être dans quelques exemples, mais c'est une remarque que je me suis faite et que je ne m'explique pas autrement. Le fait est que le courant tertiaire au XIXe siècle a été très, on va dire, a été très souvent présenté comme justement un mouvement de grande solidarité sociale. Mais ça, c'est vrai quand on regarde les choses à l'échelle de la France tout entière. Parce que ce courant de tertiaire et ce franciscanisme du XIXe siècle, il est très marqué par le fait social qui est l'urbanisation et l'industrialisation. C'est dans ces milieux-là aussi que les franciscains ont cherché à s'implanter. Et il ne faut pas l'oublier, c'est dans les villes. Or, il se trouve qu'en Corse, ils se sont implantés beaucoup plus dans leur milieu traditionnel, qui sont les campagnes. Donc, les villages, où les formes de solidarité courantes subsistent. Il ne faut pas oublier non plus que dans les paroisses, il n'y avait pas que les fraternités franciscaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait quantité d'autres organisations, d'autres groupements religieux, à commencer par les confréries. Des confréries, si je prends des exemples, si je prends des exemples un petit peu remarquables, j'en ai pas mal ici, mais enfin bon, à Piane, pour prendre un exemple, enfin une paroisse bien connue, donc à Piane, il y a donc, dit le curé en 1905, 3 confréries, Saint-Antoine-Abbé, Notre-Dame du Rosaire et le Tiers-Ordre de Saint-François. C'est intéressant parce qu'il parle de confrérie à propos du Tiers-Ordre. Or, le Tiers-Ordre se défend absolument d'être une confrérie. Il se veut beaucoup plus une branche de l'ordre franciscain. À Haute, le curé dit qu'il existe 4 confréries, dont 3 de femmes, les filles de Marie, les sœurs du Saint-Rosaire et les tertiaires de Saint-François. Et la 4e, Saint-Antoine-Abbé, vous savez bien que les confréries les plus fréquentes, c'était Saint-Antoine-Abbé, avait quand même 400 membres. Et je pourrais continuer l'énumération comme celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est la formule qu'utilise le curé de Sarola-Carcopino, à côté d'Ajaccio. Il parle d'un côté de la confrérie, et il nomme ensuite ce qu'il appelle les congrégations de jeunesse. Les congrégations jeunesse, c'est en fait la fraternité des tertiaires qui a été fondée en 1897, l'apostolat de la prière, et je ne sais plus s'il y en a un autre, oui, les filles de Marie, ainsi que la congrégation du Rosaire. Autrement donc, il y avait dans les paroisses, finalement, toute une série de regroupements religieux qui paraissaient, je dirais en quelque sorte, concurrents des tertiaires, bien que ces tertiaires se soient toujours distingués des autres formations religieuses. D'ailleurs, les statuts diocésains reconnaissaient cette particularité. Dans un protocole, lors des processions, les tertiaires de Saint-François, pourvu qu'ils soient revêtus de leur habit, marchaient en tête du cortège derrière la confrérie du Saint-Sacrement. Alors, donc, la confrérie du Saint-Sacrement, on comprend pourquoi, bien évidemment, et derrière, en fait, la fraternité de Saint-François.
Autrement dit, donc, il y avait, vous voyez, une présence extrêmement importante des tertiaires, même si numériquement ils ne représentaient pas quand même une masse si considérable. Alors je voudrais évoquer pour terminer, enfin pour donner une petite idée de ce qu'est cette perception que l'on pouvait avoir de la vie religieuse, j'ai regardé un petit peu quelles étaient les mentions nécrologiques des tertiaires dans la revue La Nacelle de Saint François. Alors c'est le père Paolini justement qui a fondé cette revue, qui est une espèce de bulletin de liaison entre tous les tertiaires de Corse, qui s'appelle La Nacelle de Saint François, qui a été publié donc, alors malheureusement ça a commencé à être publié en 1902, mais les franciscains ont été expulsés en 1903, donc ça s'est interrompu. Ça a été repris un petit peu par le père Bertone, mais ça n'a pas été vraiment très bien, bien accepté. Donc la revue a été reprise ensuite, à partir de 1912. Elle a été republiée depuis l'Italie, on l'a envoyée d'Italie, et elle a été publiée avec des discontinuités, avec des arrêts, bien sûr, pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été interrompue et elle a duré jusqu'en 1969. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est de regarder un petit peu ce qu'on dit des tertiaires. Quelles sont les qualités que l'on trouve à un tertiaire à travers ces notices nécrologiques. Et moi, j'ai trouvé ça évidemment tout à fait intéressant pour voir un petit peu quelles sont les qualités que l'on relève. Alors, je prends quelques exemples là encore, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, bien sûr. On dit de Colombe Lucione, qui est morte à Barettali en 1915, une excellente chrétienne, sa mort a été douce et édifiante. C'est très bref. Anne Guidicelli, morte à Pino en 1917. Ses qualités religieuses, son attachement au couvent et son zèle à pratiquer la règle du tiers-ordre qu'elle avait embrassée dans sa jeunesse et qu'elle a suivi dans son esprit, dans sa lettre, jusqu'à la fin de sa vie. C'est un exemple de foi et d'espérance chrétienne. Bon, indication intéressante. À quel âge rentrait-on dans le tiers-ordre du coup en fait, quand on regarde, à tous âges. Mais c'est vrai qu'on pouvait rentrer dans le tiers-ordre à 14 ans, et d'ailleurs, on incitait même les plus jeunes qui avaient fait leur communion solennelle à rentrer dans le tiers-ordre en tant que cordigère, on disait. Mais par la suite, donc, on pouvait effectivement donc s'engager plus fermement et être tertiaire pendant toute sa vie. Donc, entrer dans le tiers-ordre, c'est général, ça peut être assez jeune. Quand j'ai fait une petite étude, je me suis rendu compte qu'en fait, on rentrait dans le tiers-ordre plutôt à 50 ans qu'à 20 ou à 15. Un autre exemple. Une femme qui est morte à 88 ans, Marie-Dominique Giudicelli, tertiaire de Saint-François et affiliée à la congrégation du Mont-Carmel, elle s'acquitta toujours scrupuleusement des devoirs qui lui étaient imposés. Tous les mercredis de l'année, elle ne manquait pas de pratiquer l'abstinence de la viande, se contentant, lorsque la famille en mangeait, d'un morceau de morue avec un peu de pain sec. La couronne franciscaine faisait partie de ses délices, surtout pendant sa longue maladie. Enfin, longue maladie qui l'a menée quand même à 88 ans. Mais voilà.
Alors, y a-t-il des gens charitables? Ben oui, j'en ai trouvé. Hein. Madame, je n'ai pas trouvé son prénom, Madame Nicolaï Lotta, morte à Erbalung en 1915. Elle s'était retirée au couvent d'ailleurs des bénédictines. Une femme, une femme d'une grande piété, très pratiquante et associée à toutes les bonnes œuvres de la ville de Bastia. Elle se tint toujours éloignée des réunions mondaines et ne chercha d'autre consolation que dans les devoirs d'épouse et de mère. Alors, vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'à la fois, nous sommes quand même dans une institution très respectable des ordres, de l'ordre social, bien évidemment. Alors maintenant, il y a quand même des hommes. Jules Santa Croce, mort à Pino en 1912. Après avoir fait partie de l'armée française, ce chrétien de vieille et forte trempe était un excellent tertiaire, comme il avait été un excellent soldat. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'il avait l'air d'être, on va dire, certainement assez ferme dans sa conviction. Barthélemy Agostini, un chrétien de vieille trempe. Vous voyez que le discours sur les hommes est un peu différent. Un chrétien de vieille trempe qui joignait l'honnêteté la plus exquise à une foi solide et une piété ardente. Et ainsi de suite, je pourrais continuer encore. À propos de Madame Nicolaï Lotta, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou d'une autre femme d'ailleurs, Madame Nicolaï, on dit de ces femmes, donc, de Madame Nicolaï, Joséphine, elle avait hérité par son père syndic apostolique. Le syndic apostolique, c'est l'administrateur civil du couvent, du couvent de Notre-Dame de la Vasine, un sincère dévouement à la famille franciscaine, un dévouement jamais démenti, et ainsi de suite. Voilà, donc je vais maintenant, non pas terminer, parce qu'on ne peut pas terminer en quelque sorte sur ce sujet, c'est plutôt, je dirais, une ébauche, mais je voudrais dire quand même deux ou trois choses sur le fait que ce courant de tertiaire qui s'est développé donc vers les années 1850, enfin 1860 surtout, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qui a été vraiment très très important. Il a continué ensuite dans l'entre-deux-guerres, et puis par la suite, la Deuxième Guerre mondiale l'a vraiment étiolé. Mais il a subsisté jusqu'en 1969. Non pas avec 65 fraternités, mais avec une douzaine seulement, mais une douzaine plutôt dans les villes d'ailleurs. C'est-à-dire que le mouvement tertiaire a changé. La deuxième chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce courant, il a suscité d'autres vocations. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Ligue réparatrice des blasphèmes contre la Sainte Vierge, qui est un mouvement qui a été créé par un tertiaire franciscain, un tertiaire franciscain donc, qui s'appelle Ignace Martin Padovani, qui est de l'île Rousse, et qui, encouragé par les franciscains, a créé donc cette association qui a subsisté jusque dans les années 30, et qui... qu'est-ce que c'est que la Ligue réparatrice des blasphèmes contre la Vierge Marie? On est vraiment là dans les dévotions franciscaines, et l'idée est de réparer tout outrage, tout blasphème qui serait porté à la religion, par des prières essentiellement. La Ligue réparatrice était parfaitement pacifique, bien évidemment. Et c'est la prière qui l'emporte là encore. Et enfin, donc, pour terminer, je voudrais dire que c'est ce tiers-ordre
ben, il subsiste encore aujourd'hui, hein, puisqu'il y a, bon, ce n'est pas encore ce que j'ai pu étudier, hein, et ce que j'ai pu développer, mais enfin bon, il existe encore un tiers-ordre, notamment à Bastia, hein, sachant que seuls les capucins sont encore présents en Corse, hein, mais ce tiers-ordre est animé désormais par les capucins et non plus par les franciscains de l'Observance qui, eux, ont disparu de l'île. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop confus et trop généraliste dans mes propos, hein, vous avoir éclairé sur un aspect un peu particulier de cette vie religieuse au XIXe siècle, hein, qui est faite vraiment d'une grande intensité, hein, et je crois qu'il y a, hein, quand on évoque ces groupements, ces formations de laïcs, hein, je pense qu'on oublie à quel point, hein, ça pouvait être vraiment très important dans une vie de village, hein, l'ensemble de ces manifestations. Hein, parce que derrière tout cela, bien évidemment, il faut penser qu'il y a des gens qui viennent régulièrement à l'église, qu'il y a tous les jours quelqu'un qui vient, ou un groupe de personnes qui vient allumer des cierges, qui vient prier devant un autel particulier, hein. Il y a les processions organisées régulièrement. Enfin, donc, évidemment, on a un peu de mal à imaginer, hein, aujourd'hui, hein, ce qu'est cette vie religieuse aussi intense et stimulée justement par des laïcs. Hein. Je crois que le dernier point, hein, que je voudrais, et que ce sera ma conclusion vraiment finale, hein, c'est de montrer à quel point les laïcs jouent un rôle grandissant dans l'Église grâce, au fond, à cette initiative des franciscains en particulier, hein, pour qui, hein, ce sont les laïcs qui doivent porter l'Église, hein, et non pas les seuls ecclésiastiques et les seuls religieux. Voilà, ben, je vais terminer. Merci.